Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Pour une fois, les choses ne se sont pas trop mal passées. Pas de violence, pas de heurts lorsque mercredi dernier, 10 mai, au matin, la police a évacué et fermé le squat du quartier des Arènes. Un squat qui, selon les services sociaux, a abrité jusqu'à 400 personnes, notamment des familles avec enfants. Une évacuation décidée il y a plusieurs mois déjà, mais ralentie par une nouvelle procédure qui prévoit désormais que pour l'exécuter, il faut d'abord avoir examiné un à un les cas de chaque occupant et de lui avoir trouvé une solution de relogement. Le préfet avait même chargé l'association France Horizon, association qui gère par ailleurs des CHRS, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, de faire ce travail en préalable à l'évacuation des lieux, donc mercredi dernier. N'empêche, le relogement est toujours chose compliquée. Ainsi, dans le cas d'espèce, la moitié des personnes évacuées se sont vues proposer un relogement en logement social, mais par contre, une petite centaine, l'autre moitié, a été regroupée dans un gymnase avant d'être orientés vers des hôtels pour une semaine. Ça veut dire qu'au bout de celle-ci, ils se retrouveront une nouvelle fois dans la rue. De son côté, le DAL 31 continue à soutenir l'occupation d'anciens locaux au sein de l'hôpital Lagrave, dans lequel ils ont installé là aussi des réfugiés en mal de logement. Et ils continuent aussi, ce DAL 31, à soutenir la scolarisation d'enfants dont les familles se retrouvent à la rue. Comme dirait l'autre, il y a encore du boulot. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme, depuis le studio souterrain de Radio Radio. Radio Radio, une radio associative toulousaine qui, depuis l'inondation de Radio Campus en février dernier, accueille nos élucubrations hebdomadaires. Qu'ils en soient ici une nouvelle fois remerciés. En effet, sans eux, mais aussi sans Moumpaïs ou FMR, qui nous prêtent de temps en temps, eux aussi, des studios. Pas de caramel mou sur ces ondes campusiennes. Le programme ce soir, vers 18h30, Lucas Lemoff chroniquera pour nous le temps qui passe, et il s'en passe des belles en ce moment. Et d'ici là, je recevrai François Petit et Serge Lopez, duo de guitaristes tout-terrain qui seront jeudi prochain, 25 mai, au Taquin. Ils ont amené avec eux leurs instruments, ce qui nous promet sans doute une séance live d'ici la fin de l'émission. Et puis je recevrai également François Fener, acteur, metteur en scène et directeur de l'Agite Théâtre, compagnie toulousaine, qui ce soir et demain soir installe ses tréteaux et son chapiteau à Ampalo pour la 18e édition d'Ampalo s'agite. Au programme de cette année, l'Ampalamour, l'amour à tous les étages, création collective, imaginée par la troupe de l'Agite Théâtre et les habitants d'Ampalo. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Le saxophoniste David Odrochi et le pianiste Grégoire Aguilar forment depuis 2 ans le duo Endless, duo qui sort ces jours-ci un premier album absolument remarquable. Saxophone, soprano et piano Yamaha, ballade nostalgique et musique qui prend son temps, très écrite, très belle et très colorée. Des sonorités étranges qui parfois racontent des histoires venues du froid, évoque des paysages immenses, des attendus immaculés. À noter que Endless fêtera la sortie de ce premier album Lost Lake le 1er juin prochain au Rex à Toulouse et qu'ils seront nos invités la semaine prochaine dans Caramel Mou. Endless, Mickey Dakat Dora, ça c'est le nom d'un surfeur qui évolua dans les années 50, tiré de l'album Lost Lake, donc tiré de ce premier album de Endless. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Serge Lopez, François Petit, bonsoir. Bonsoir. Donc si vous voulez parler plutôt dans le micro pour commencer, après Allez, on bonsoir. réglera. C'est Voilà. parti. On réglera les micros pour les guitares. Nouveau duo, j'allais dire. Donc François Petit, Serge Lopez, c'est pas complètement des inconnus sur la scène toulousaine. Même si François Petit vient d'abord et a commencé sa carrière un peu plus loin, bien au nord de la Garonne, du côté de la baie de Somme. Si je me souviens bien, Samara Balouf, le groupe qui vous a fait connaître, au moins de ce côté-ci de la Garonne, est d'abord un trio qui s'est monté à Amiens. Oui, c'est ça, ouais. Et Serge Lopez, c'est 100% collègue, c'est motivé, c'est le trio avec Kiko Ruiz et Sandoval, mais c'est aussi son propre trio, celui avec Jackie Grandjean et avec Pascal Rolando, qui a enchanté quand même pendant quelques années les nuits toulousaines, et qui s'est terminé avec la mort de Jackie Grandjean il y a 2 ans. Voilà, exactement. Donc 2 musiciens très très connus à Toulouse. On vous attendait peut-être pas ensemble. C'est vrai que pourtant vous avez joué avec pas mal de gens, chacun de votre côté. Non, mais ce qui était étonnant, c'est que en fait. Moi, mon histoire, personnellement, elle a commencé lors d'un festival qui s'appelle le Chénomangran, en je ne sais plus quelle année, au millénaire dernier. Ah oui, c'était bien avant 2000. Voilà. Et donc, nous, on a fait ce festival et ça s'est très bien passé, on a eu plein de tournées, tout ça. Et l'année d'après, il y a un autre groupe qui a fait la même chose que nous, qui avait à peu près le même genre de boulot que nous, et qui était Samara Balouf. Ah. Ça fait que partout, après, on entendait parler de Samara, on passait dans les salles et on voyait les affiches, et eux, pareil, ils voyaient, ils entendaient parler de nous, mais on ne se connaissait pas vraiment. Puis on s'est croisés 1 ou 2 fois, on a vraiment accroché, et après, c'est à 1 an ou 2, quand on s'est rencontrés dans la rue, on s'est dit, bon, il faut qu'on se monte un truc, et voilà, c'est parti comme ça. Quoi, voulez-vous me dire que ce duo, c'est simplement une rencontre dans la rue? Bon, on s'est retrouvés dans la rue. Oui. Ouais, dans un bar, c'était Dans un bar. à Arnaud Bernard, devant Ouais. la, je sais plus comment il s'appelle ce L'Autan. bar. L'Autan, voilà. Oui. On était là, et c'est là Autant qu'on le s'est- dire, on s'est- Autant le dire. on se fait un duo, et puis on l'a fait. Ouais. C'était quoi un peu l'idée de départ? Donc Samara Balouf et un peu la musique que vous avez produite avec le Balouf, donc qui a été la formation qui a suivi le Samara Balouf. C'est plutôt une musique swing manouche, mais qui est métissée de musique des Balkans, un peu de rock, enfin qui est vraiment une musique qui est plutôt typée de ce côté-là de l'Europe. Pas tout à fait d'accord? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une formation, j'ai appris la guitare un peu en autodidacte avec Guitar Magazine et tous ces bazars. Ouais, rock and folk et les tablatures, la méthode Haddadi. Voilà, tous ces bazars. Voilà, exactement. La méthode Haddadi. Vous Et en aussi, fait, vous avez les doigts complètement en sang au bout de 5 minutes de méthode Haddadi. Bon, Ouais, moi j'ai arrêté, j'ai pas pu continuer. Je n'allais pas jusque-là. Mais bon, enfin, grosso modo, et après, j'ai voulu aller sur Paris pour faire du jazz. Ils m'ont dégoûté de la musique. Ils m'ont vraiment, je voulais plus faire de musique. Je suis allé habiter à Lille. Et là, j'ai rencontré un gitan qui s'appelle Arnaud Van Lancker. Et on a sympathisé tout de suite. Et puis, il avait une façon de voir la musique qui m'a réconcilié avec la musique, en fait. Chose que j'avais perdue avec Paris et les jazzmen. Et donc, en fait, de là est venue cette influence manouche et tzigane. Mais après, dans mes compos... moi je voyage partout, quoi. Partout, hein, dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect très, très, très musique de l'Est, très musique des Balkans. Là, il y a une base très, très ancrée, quand même, musique des Balkans. Ouais. Ouais. Manouche, tzigane, ouais. J'ai cru lire dans une interview vous concernant que le déclic pour la guitare, ça avait été Harvest de Neil Young. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais 14 ans, en colonie de vacances. Il y a un mono qui jouait ça et j'ai trouvé ça si beau que je suis rentré de colo avec plein de poux. Et j'ai dit à papa et maman, j'aimerais bien avoir une guitare à Noël. Et voilà. Et à partir de là, c'est parti. Et à partir de là, c'est parti, ouais. Et donc, je disais, on n'attendait pas forcément la rencontre du flamenco de Serge Lopez avec votre propre musique. C'était quoi, ça? C'est d'abord une rencontre humaine avant d'être une rencontre de toute façon. Et puis de toute façon, moi, de tout ce que j'ai fait depuis le début, je fais de la musique, c'est surtout ça. J'ai pas eu de barrière de culture ou je bossais vraiment dans plein de styles différents et c'est ça qui m'enrichit. C'est vrai que si je disais que pour François Petit, le déclic, ça avait été Neil Young et l'album Harvest, vous, ça a été plutôt le rock.
au départ. Moi c'était Jimi Hendrix, parce que je suis un peu plus vieux que lui quand même. Hein. Ça se voit pas. Ouais, bon. Donc moi, le flash était Jimi Hendrix. Moi, je voulais être Jimi Hendrix. Mais bon, j'étais pas noir, j'étais pas gaucher. Pas de chance. Voilà. Et donc, vous êtes devenu, Serge Lopez, un des cadors quand même à Toulouse de la musique flamenca, même si c'est pas votre musique d'origine. Vous êtes d'une famille d'Espagnols, donc effectivement la musique de la famille, mais c'est vrai que vous y êtes arrivé petit à petit au flamenco. Oui. Et un peu à reculons, j'allais dire. Oui, en fait, c'est en revenant, en fait, parce que, en fait, moi, j'ai pris un grand flash après que j'ai aimé donc Paco de Lucia, tout ça. J'ai bossé un peu Daddy, tout ça. Mais après, je sentais que la musique américaine, il y avait un truc j'avais l'impression de parler une langue que je comprenais pas, et ça me gênait beaucoup de jouer ça devant des gens. Et donc, après, j'ai pris un grand flash avec Paco de Lucia, donc l'Andalousie. Et là, je suis parti pendant 2 ans à Malaga. Voilà, et Paco de Lucia, quand même, l'ouverture dans le flamenco. Et en plus, voilà, c'est une manière de voir le flamenco. Déjà, j'étais surpris quand je suis arrivé là-bas. Moi, je dis, je voulais apprendre à jouer comme Paco de Lucia, mais eux, ils m'ont dit, mais ça, c'est pas du flamenco, c'est du jazz, c'est nul, tout ça. Mais bon, à l'époque, il était connu, bien sûr, en Andalousie, mais pas apprécié pour maintenant la mondialisation qu'il a fait, cette musique-là. On va peut-être écouter un premier morceau et après on parlera de ce nouveau répertoire que vous montez. Donc, premier morceau qui s'appelle El Diablo del Paso. El Diablo del Paso, ça sent son mexicain, ça. Tout de suite, François Petit et Serge Lopez, duo de guitare. Je le rappelle, le 25 mai au Taquin. Messieurs, c'est à vous.
Bon, hein. François Petit, Serge Lopez, donc premier morceau de ce duo qui s'est monté finalement quand? Combien de temps? Je sais pas, un an et demi. Bah, de toute façon, on s'est retrouvés pour l'hommage à... Non, pour la soirée pour aider Jackie. Oui. Au Mandala à l'époque. Et donc c'était il y a 2 ans. Donc c'était à peu près il y a 2 ans. Ça fait 3-4 mois après. Quoi. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. C'est quoi qui sert de pierre de chauffe pour ce duo? Sur quelle base vous allez travailler? En fait, grosso modo, c'est nos compositions respectives. Alors, Serge, avec son toucher très, moi je trouve très doux, sensuel, et puis très coloré aussi. Et puis après, moi avec mes compos qui vont un peu dans tous les sens, et donc c'est le mélange vraiment de deux styles de guitare qui ma foi nous fait super plaisir. Et puis ça fait franchement ça fait un beau mélange. Ça fait des super concerts. Les gens ils rigolent bien. Il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. Voilà, quoi. Le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, c'est une composition de François Petit. Oui, ouais. Il y a ce côté aussi un peu rock dans la façon que vous avez d'attaquer la guitare. Ouais. J'ai raté ma vocation. Personne n'est parfait. Il y avait déjà un guitariste dans Trust, alors. Mais c'est vrai que vous avez ce côté aussi très rock, même quand vous jouez de la musique avec Samara Balouf, il y a ce côté quand même. En fait, moi, je dirais plus énergique que rock. En fait, c'est vrai qu'on confond souvent. En fait, on a souvent catalogué Samara Balouf comme groupe de musique du monde, de musique manouche rock acoustique en fait. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec cette appellation rock. Je pense que il y a de l'énergie, et voilà. Moi, je suis plus... le rock, pour moi, c'est quand même une sacrée histoire, quoi. Et j'ai pas de blouson noir. Et voilà. Serge Lopez, donc je le disais au début, vous êtes quand même quelqu'un qui sur Toulouse a tâté beaucoup de styles, a joué avec pas mal de personnes. C'est vrai que la musique, c'est quand même pour vous une grande histoire de rencontres humaines et une façon d'appréhender la musique par plutôt les gens avec qui vous travaillez plutôt que sur le style. Exactement. Moi, je suis un vampire de la musique. C'est-à-dire tout ce que déjà, je suis impressionné par tous les musiciens parce que je me demande comment ils font. Parce que moi, je suis autodidacte, pareil, et je me demande déjà comment je fais. Comment ça se fait, tu vois, en pratiquant comme ça, avec obstination quelque chose, ils naissent quelque chose, c'est incroyable, quoi. Surtout sans culture et sans éducation. Et donc, je suis très impressionné, surtout par les musiciens qui sont évidemment éduqués. Ça, les jeunes, il y a une génération de musiciens qui arrivent, là, qui sont impressionnants. Ouais. Ils sont formés au plus haut niveau et ils ont tout ce que nous on avait, c'est-à-dire ce truc à force de jouer dans les bars et tout ce côté live qu'on a, un peu instinctif, réflexe, tout ça. Donc il se passe des choses, je ne sais plus quelle était la question, mais elle devait être chouette. Et vous étiez en train de nous dire que vous étiez surtout un vampire. Et voilà, donc il vous exactement, et donc je pompe tout me plaît, le moindre truc, mais dans tous les styles, même si c'est un spectacle d'humour, c'est un truc comme ça, il y a toujours quelque chose à tirer là-dedans, musicalement on peut dire, parce que c'est mon moyen d'expression, et en fait je me suis rendu compte à un moment donné que je disais tout avec ça. Je sais pas bien parler, je sais pas faire des phrases qui tiennent la route, tout ça, mais par contre la musique je sais faire. Voilà. Et avec ça, justement, j'essaie de garder dans ce domaine-là quelque chose de complètement vrai et de complètement communicatif. Tu vois, moi, quand j'écoute un morceau, déjà, j'essaie de voir ce que ça me fait à l'intérieur, et quand je le travaille, j'essaie de faire que ça fasse la même chose aux autres. Tu vois, je fais pas que les notes. Je crois que j'ai compris ça à force, que les notes elles suffisent pas pour faire de la musique. Il y a un investissement autre. Et ça, c'est chez les autres. Chacun a une part du secret. Mais dernièrement, vous êtes même allé jouer en Amérique du Sud avec un orchestre classique. Qu'est-ce que vous retirez de ce travail avec un symphonique? C'est une grosse claque. Disons que finalement, j'en retire de la confiance parce que je ne pensais pas être capable de faire ça. Vu mon peu de culture, je ne sais pas lire. Ça, donc j'ai tout appris par cœur. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Ça m'a pris 2 ans de boulot. Et à la finale, ça m'a fait démystifier complètement. Je me suis retrouvé avec des très très bons musiciens sud-américains, des violonistes, premiers violons de l'orchestre et tout ça. Et finalement, on a le même langage, parce que qu'il y ait un support écrit ou pas, à la limite, on s'en fout, quoi, parce que la musique, c'est dans l'oreille, qu'elle se passe dans l'oreille, dans le cœur.
Donc à partir de ça, ça m'a conforté dans ce domaine-là. Et à partir de là, c'est vrai que je fais maintenant des expériences complètement différentes, en jazz, en guitare, en classique. Et ça me fait plus peur. Je me dis, de toute façon, si on m'appelle, c'est que je dois être capable de le faire. Et si jamais je suis pas capable, je le dirai à un moment donné. Voilà, faut plus s'angoisser pour ça. Dernièrement, on vous a retrouvé sur la réédition de l'album Démotivé. Oui. Donc vous faites partie des deux versions, celle de Absolument. 97 et celle de 2017. Oui. Ça vous a fait quoi de revenir dans ce contexte avec les frangins à Mocrane Ouais, bon, c'est un bonheur. Hein. Bon, on s'était pas perdu de vue parce qu'on avait fait un autre projet qui s'appelait Origine Contrôlée, Ouais. qui était sur leurs origines kabyles il y a 2-3 ans. Voilà, et sur le répertoire des chansons kabyles Voilà. des années 50 et Voilà, 60. exactement. Donc c'était un véritable bonheur. Hein. Et là, évidemment, de ressortir ça, ben, c'est la fête en même temps. C'est puis la période voulait un peu ça, qu'on essaie un peu, pas, on va guider personne, hein, on n'est rien pour ça, tout ça, mais au moins on peut donner un peu notre avis. Ouais. Tu vois. La période se prête à Ouais, ça. tu vois. Vous faites aussi partie des de la troupe des exactement. concerts. Oui, je suis en tournée avec eux, mais le plan c'est que j'ai un remplaçant en fait, parce que moi j'ai trop de boulot de mon côté. Donc quand je peux qu'ils me filent des dates, j'y vais. Et sinon, ben, je demande de me faire remplacer. Il y a Rémi Mouillerac qui le fait d'accord. remplacer. Oui, puisque il joue pas mal ce groupe La Ils Motivée. sont ils ont, sur un site, ils ont appelé le 3e groupe squatter de festival. Ouais. Il y a Vianney, le premier, un deuxième, Matmata, je crois, et après c'est... Et après, mais c'est vrai qu'il y a plein de concerts qui s'annoncent. Pour votre duo, qui a un nom d'ailleurs, votre duo là. Il a un nom hyper original, c'est Serge Lopez et François Petit duo. Ouais, finalement. C'est difficile à dire finalement. Comment, une fois qu'on se souvient des musiciens, ça sera pas trop compliqué pour l'avoir dans la tête. Voilà. C'est quoi? C'est un duo de bar, c'est un duo de scène, ou vous allez aussi enregistrer de la musique sur disque? Ce qui est bien, ce truc-là pour moi, c'est qu'on ne s'est pas filé vraiment d'objectifs. C'est-à-dire qu'on est deux personnes qui vivons une vie discographique et d'accompagner des gens et de vivre avec plein de gens. Je crois qu'on est repu de ça, tu vois. Et c'est vraiment pour moi, en tout cas, un plaisir immense de me retrouver avec François. Après, et la finalité, à la finale, qu'on ait des concerts, mais après, faire un disque, ça, moi, j'en suis plus là dans ma vie. C'est trop compliqué, l'histoire des disques. J'en ai marre de cette industrie-là. Vu ce qu'elle est devenue. Tu vois, nous, on en a besoin pour faire des concerts. Souvent, on dit, il faut faire un disque pour avoir une actualité. Mais c'est pas vraiment le principal. Le principal, c'est ce qu'on fait là. Tu vois, on se retrouve dans une situation, on fait la musique. Ça me nourrit. Et moi, je ne veux que ça. Avant de vous écouter une deuxième fois, François Petit, j'ai cru comprendre que Samara Balouf se reformait, dont vous aviez arrêté il y a 4-5 ans, avec la création d'une vidéo qui retraçait vos 10 ans de carrière, et vous aviez mis un DVD, vous aviez mis fin au groupe à ce moment-là. J'ai cru comprendre donc que vous aviez enregistré un nouvel album qui devrait paraître à l'automne prochain, qui est déjà prêt. Il est déjà prêt, et en fait il va sortir en octobre, et c'est super. Et là, c'est plus un trio, c'est un quartet. C'est un quartet, c'est une nouvelle formule avec... ça faisait longtemps que je rêvais de faire un truc avec des cordes, mais que des cordes. Et donc, c'est contrebasse, violoncelle, violon et guitare. Et donc, en fait, l'idée, c'était que le violoncelle et le violon remplacent un peu la pompe, la rythmique manouche, mais en même temps avec les possibilités de faire en même temps des envolées. C'est-à-dire que dans la rythmique, ils font pumpa, 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 mais en même temps, ils peuvent faire aussi entre les deux pumpa, 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 donc voilà, des trucs comme ça. Et ben c'est super. Bon voilà, donc, ça vous viendrez nous en reparler en septembre-octobre lorsque l'album sortira. En attendant, on va vous écouter sur un deuxième morceau. Donc rappelez que vous êtes le 25 mai. Vous avez regardé un peu le calendrier quand vous avez décidé d'aller le 25 mai au TAC. C'est pire, c'est le jeudi de l'Ascension. Il y a une partie de Toulouse qui va être un week-end prolongé. Moi-même, je sais pas si je vais. Vous savez pas si vous n'allez pas prendre vos RTT. De toute façon, j'avais rien à faire de spécial le jour. Bon, en attendant, nous, on le dira et on le répétera jusqu'au 25 mai. Vous êtes donc au Taquin, le 25 mai à 21h, dans le Taquin, le nouveau nom du mandala. Et on écoute tout de suite un deuxième morceau. Le titre de celui-là, Tout valse. Tout valse, et bien valsons. Allez.
Voilà. François Petit, Serge Lopez, duo de guitare le 25 mai au Taquin. Merci messieurs d'être venus nous parler de ce projet ici. Allez, un jingle et et on passe tout de suite à la suite. Merci beaucoup. Merci. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh. Les élections sont passées, Lucas Lemoff est revenu. Lucas Lemoff a sans doute plein de choses à nous dire sur la période assez extraordinaire que l'on vient de vivre. Période qui ne se termine pas encore, puisque, paraît-il, on a un deuxième tour qui s'annonce dans les 3 semaines à venir. On appelle ça le 3e tour. Ah non, le 3e tour sera social. Le 3e tour social, mais il y a 2 3e tours alors. Ouais. Bon, oui, c'est le moment de ma chronique. Pas ma croniste, ma chronique. On se calme. Ma chronique ne sera pas ma chronique. Déjà que le terme de macronisme commence à émerger un peu partout. Bah oui, depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République. Ah oui, vous l'avez remarqué aussi. Putain, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Ah ouais. Je m'y fais pas. Ça m'a fait pareil avec la réélection de Chirac, avec l'élection de Sarkozy et maintenant celle de Macron. Rien à faire, je m'y fais pas. C'est comme les poivrons, je digère mal les poivrons, pourtant j'aime bien ça. Mais quand j'en mange, j'ai toujours des relents, vous voyez. Et puis j'ai le goût qui reste longtemps dans la bouche. C'est très désagréable. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, à part que j'aime pas ça, c'est encore plus simple. Mais c'est comme si la France avait ingéré de la substance macronique et que la digestion s'annonçait lente et pleine de relents nauséeux. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que son élection a été à l'image de sa campagne. Pour un homme qui se disait à la fois de gauche et de droite, à la fois libéral et égalitaire, à la fois pour et contre à peu près tout et n'importe quoi, son élection a constitué à la fois une surprise et pas une surprise. Une surprise parce qu'il faut bien concéder que ça fait un paquet de temps qu'on met à la tête de l'État des vieux briscards rompus à l'exercice politique, des parlementaires collectionneurs de mandats en tout genre, attachés fidèlement à leur carrière, comme Manuel Valls à son sens aigu de la trahison. Et puis, pas une surprise, parce que ça fait un peu 2 ans qu'il est candidat potentiel à cette élection, et pour peu qu'on ait allumé sa télévision ou sa radio, ou qu'on soit passé devant les kiosques à journaux sur les 9 derniers mois, il n'y a pas un moment où on n'est pas petit déjeuner Macron et dîner Macron. Sur les 9 derniers mois, une couverture sur 5 consacrée à lui dans l'Express, Le Point et l'Obs. Des couvertures en veux-tu en voilà avec Brigitte sur Paris Match ou VSD. Sans compter tous les sujets télé réalisés sur le bonhomme depuis sa démission du gouvernement, savamment orchestré, vous vous en souvenez, avec son fameux trajet Bercy-Élysée en navette fluviale, jusqu'aujourd'hui son accession au pouvoir. En kiosque, ça a commencé fin 2014 avec le Nouvel Observateur qui titrait « L'homme de la situation ?» ou encore fin 2015 avec Le Point et pourquoi pas lui? Tout ça nous préparait bien le terrain. Mention spéciale à l'Obs qui nous a livré depuis 2 ans toute une série pleine de rebondissements avec le décollage de la fusée Macron d'abord. Et puis s'en venait Macron l'homme pressé. Puis Macron dévoile enfin son programme. C'était à se demander de quoi on avait bien pu parler dans les épisodes précédents. Et puis début 2017, les secrets de Macron et enfin lui président.
Une sorte de Martine 2.0. Juste après le premier tour, et alors qu'il n'était pas encore élu, Libération mettait Emmanuel de dos avec le titre « Bien joué ». Ils avaient dû sûrement hésiter entre « Bravo l'ami » et « Trop cool mec ». Tandis que l'Express affichait joyeusement « Il a gagné », en gros, et son pari en tout petit. Il a été calculé que de janvier 2015 à janvier 2017, Libération, l'Obs, Le Monde et l'Express totalisaient plus de 8000 articles évoquant Macron contre 7400, soit juste un petit peu moins, concernant Mélenchon, Montebourg et Hamon réunis. Et leurs éditorialistes pour qui l'iconoclaste Macron représentait entre courage et imagination et incarnait la modernité et même un petit vent de fraîcheur. Alors oui, vous allez me dire que l'Obs appartient aux actionnaires Pierre Berger et Xavier Niel qui ont ouvertement affiché leur soutien à Emmanuel Macron. Vous allez me dire que Patrick Drahi, propriétaire de l'Express, de Libération et de BFM TV, en est un fervent soutien. Vous allez me dire aussi que l'omniprésence de Macron, et en termes élogieux dans les médias depuis 2 ans, c'était pour lui conférer une popularité qu'il n'aurait pas pu acquérir autrement. Pour vous, l'affaire Fillon qui débaroule 3 mois avant le scrutin, alors même que ce dernier était le grand favori de cette élection et qu'il avait logiquement la place au 2e tour, c'était calculé pour le faire tomber. Vous allez me dire aussi que les médias ont entretenu des thèmes chers au Front National comme le terrorisme ou l'immigration, histoire de le maintenir à un niveau suffisamment élevé et permettre à sa candidate d'accéder au second tour face aux petits nouveaux et ainsi garantir la victoire du chouchou des grands patrons de presse, des grands patrons tout court et du monde de la finance. Mais vous savez ce que vous êtes, mon petit bonhomme. Vous êtes un complotiste, voilà tout. Un odieux conspirationniste adepte des théories les plus farfelues. Alors, sous prétexte que le nouveau président a fait son discours sous la pyramide du Louvre, vous me direz que Macron est un Illuminati reptilien, juif, franc-maçon, agent de la CIA, né à Roswell dans la zone 51, fomenteur des attentats du 11 septembre, de l'assassinat contre Kennedy et organisateur du faux alunissage en 69. Vous n'y croyez pas, vous, au fait qu'un jeune homme bourré de talent peut lancer son mouvement en moins d'1 an plus tard accéder aux plus hautes fonctions de l'État ? Vous y croyez pas, vous, au fait qu'il s'est fait tout seul depuis le début, qu'il est un self-made man dans la plus pure tradition de l'American Dream à la française? Vous savez pas, vous, ce que c'est que de grandir à Amiens, que d'être un adolescent dans l'adversité et de boucler une fin de mois difficile avec seulement 1 000 € par mois en poche? Essayez d'être banquier d'affaires ou ministre de l'économie quelque temps et dites-moi si c'est des métiers faciles. Vous auriez dû voir les documentaires qui ont été diffusés juste après sa victoire. L'un sur TF1, l'autre sur France 2. On y voit une campagne formidable, pardon. On y voit une campagne formidable, menée par des jeunes cadres dynamiques et pleins d'enthousiasme. Et un Macron toujours sympathique et agréable, quelles que soient les circonstances, qui encourage ses collaborateurs et qui sert des cafés. Oui, monsieur, lui-même, parfaitement, des cafés. Oui, mais voilà, vous allez me dire que c'est la force du montage, hein, qu'on y montre bien ce qu'on veut. Vous êtes du genre à me parler de la rotonde le soir du premier tour et me dire que c'est indécent de fêter la victoire avant la victoire dans une brasserie de luxe avec Stéphane Bern et Pierre Arditi. Mais mon pauvre ami, si vous n'avez pas compris que c'était son plaisir d'inviter ses secrétaires, ses officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui depuis le début l'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Bref, c'est à cause de gens comme vous, des ricaneurs, des pisse-froids qu'on finit par franchir la frontière idéologique et passer irrémédiablement de l'autre côté. Et vous pouvez bien continuer votre antienne, monsieur. Point de chicaya entre nous. Je ne donnerai point de crédit à vos galimatias incessants. Je crois que finalement, moi aussi, je vais devenir l'un de ces helpers qui seront le soutien nécessaire à notre nouveau manager sur le chemin difficultueux de ce prochain quinquennat, en y semant ça et là de la poudre de perlimpinpin et me mettre à penser printemps dans la verticalité de la transcendance, dans mon immanence complète et dans cette ipséité stricte et l'aspiration constante à l'universel. Regardez Joe, moi aussi, je marche, c'est un miracle. En marche mes amis, en marche. Allez, tant que vous ne mangez pas des cordons bleus sur une sordide, dans un sordide restaurant de fin d'autoroute, c'est pour le menu enfant. Vous n'êtes pas perdu. Ah, je suis désolé. Par contre, on peut prendre du saumon si vous voulez. Ah ben très bien. Je vois qu'on a les mêmes sources. Vous allez vous en remettre quand même? Je sais pas. Bon. Ça va être dur, je crois. On va continuer à avoir le mal partout. Allez. On ne se refait pas. À la prochaine.
L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Voilà, on va finir cette émission avec François Fener. François Fener, le directeur de l'Agite Théâtre, compagnie de théâtre toulousaine qui est à Toulouse depuis combien? Une petite trentaine d'années, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. 27. 27. Et depuis 18 ans, vous animez chaque année à Ampalo quelque chose qui s'appelle Ampalo s'agite. Une façon d'arriver avec une pièce de théâtre, un spectacle, et de le proposer à des gens qui d'ordinaire n'en ont pas forcément l'occasion. C'était quoi ce projet d'aller faire du théâtre à Ampalo? C'est un projet qui s'est fait assez progressivement en fait. On avait fait un gros projet avec la Maison des Racines du Monde à l'époque, avec la Mouned. Et en fait, le chef de projet qui était en 97, ça c'était en 97, le chef de projet, Jean-François Brunel, est devenu après le projet voilà. le président de la compagnie. Et puis lui, il a apprécié un petit peu notre travail. On était intervenus à plusieurs, on était une douzaine ou une treizaine de... Ça existe une treizaine, je sais non, pas. Mais c'est joli. Donc, grave, une treizaine. Ou une quatorzaine voilà. même. De comédiens et de musiciens et de danseurs à travailler dans une école. Et puis, ce genre de projet, finalement, on s'est dit que ça nous intéressait peut-être plus que de vendre des spectacles. Serge Lopez, tout à l'heure, il parlait des choses de trouver un peu plus de vérité dans l'exercice de nos fonctions. Et en fait, là, on a fini par penser que c'était vraiment intéressant. Et donc, il nous a rapprochés d'associations qui étaient sur le quartier d'Ampalo. Et on a commencé cette première installation sur le quartier d'Ampalo. C'était, je crois, en 99 déjà. Et donc là, on a rencontré autre chose. On a commencé à travailler sur des véritables projets de théâtre, hein, pas uniquement de théâtre, mais surtout de théâtre, hein, puisque nous, on a une compagnie de théâtre, donc une compagnie de création, et qu'on y tient, et que peut-être on en reparlera tout à l'heure. C'est véritablement le cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire. Et c'est donc de faire rencontrer ce que moi j'ai connu un petit peu sur le tard, mais les effets d'une écriture, d'une parole, d'un poème sur nos existences, sur notre sens critique, sur notre façon de nous émanciper, etc. Oui, puisque la façon dont vous avez travaillé pour ce spectacle, Ampalamour, c'est une façon peu usité dans le milieu du théâtre, une façon d'interpeller les gens, et c'est vrai que vous êtes dans un souci aussi de transmission, mais de réflexion sur les problématiques contemporaines, une façon d'interpeller les gens, de les faire se raconter pour essayer ensemble de monter une création collective. C'était un peu ça. C'est un peu ce qu'on essaye, oui. Ouais. En fait, c'est vrai que on avait eu plus l'habitude d'accueillir des spectacles, de les présenter au public d'Ampalo, mais c'est vrai que pour la première fois, en fait, après avoir déjà travaillé ça dans le cadre scolaire avec des lycéens et des choses comme ça sur des thématiques. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas avec le quartier, et c'était un petit peu aussi un désir de l'association Caravane avec laquelle on travaille, avec de l'association IFOMEJ aussi, de changer un tout petit peu la façon de faire. Et puis de mettre un tout petit peu les habitants à la rencontre de ce que c'est que le théâtre. C'est vrai que là, vous aviez quand même bénéficié de longtemps d'implantation. C'est vrai qu'il y avait sans doute une confiance entre les gens du quartier et puis une troupe qui vient une fois par an, mais depuis 18 ans. Exactement. Vous êtes quand même des habitués de l'endroit. Ça facilite un peu les choses. Oui, maintenant, on fait partie des associations du quartier. Ce qui est formidable, et c'est vrai que le temps fait bien les choses quand même des fois. Des fois ça arrange quand même l'histoire, parce que c'est vrai que la confiance, gagner une confiance dans un quartier, c'est pas facile. Donc il faut que les gens s'habituent, et puis là c'est vrai qu'on a carrément une génération d'existence. Donc ça veut dire qu'il y a des gamins qu'on a connus tout petits qui sont maintenant adultes, il y a des adultes, des jeunes adultes qui sont devenus des gens d'âge mûr, et puis des gens d'âge mûr qui sont carrément vieux aujourd'hui, comme moi par exemple. Carrément grand-père. C'est vrai que le
temps facilite bien les choses, mais quand même, on se le prend dans la gueule et de temps en temps, ça fait mal. C'est vrai. Comment s'est passé le travail? Il y a eu un appel à candidature. Comment ça s'est passé? Comment la rencontre s'est faite avec les gens d'Ampalo? C'est quelque chose qu'on a, on a travaillé à plusieurs en fait, puisque en fait c'est l'association Caravane qui a décidé de monter l'an dernier un groupe d'expression, et donc ce groupe d'expression a pris forme. Et donc c'était volontariat, donc ça s'est basé autour de plus des exercices de relaxation, de mise en confiance, des choses comme ça. Et puis cette année, nous on a pris le projet en route avec cette envie de faire quelque chose en fin d'année autour d'une thématique qui les rencontres culturelles, c'est important. Que chacun s'exprime avec son passé, son bagage, etc. Ça vaut le coup d'avoir une thématique un peu universelle. Alors, il paraît que l'amour, c'est une thématique assez universelle. Oui, et puis, comme en ce moment, on est quand même un tout petit peu submergé de mauvaises nouvelles. Avoir l'édito de Lucas là, on s'est dit allez, on va un tout petit peu parler d'autre chose. Mais par exemple là, j'ai un petit texte qu'on a écrit, donc alors on a beaucoup travaillé en improvisation, donc sur des thèmes comme ça un peu pris au hasard. Et puis ensuite après ça, nous on a fait un travail de recueil de paroles et puis de réécriture. Donc là, on a écrit un petit nombre de piécettes, de textes et de choses comme ça, pour fabriquer un spectacle qui ne sera pas uniquement théâtral, mais qui sera aussi musical. Il y a Lagdaranou, il y a José Fener Mangabé, il y a Mounaïm, dont je ne connais pas le nom, qui sont aussi là et qui vont accompagner un petit peu des chansons un peu dans toutes les langues. On en est entre l'herbe tendre, tout à l'heure, que fredonnait Lucas, L'Amma, qui est une magnifique chanson qu'on chante, nous, à l'intérieur du spectacle Boucherie de l'Espérance ou Palestine Trail de Kateb Yassine, qu'on a monté il y a 3 ans déjà. Il y a déjà 3 ans dans ce même cadre. Donc on est dans un bain actuellement d'envie, de véritablement croiser des choses charnelles, physiques, émotionnelles, etc. Et donc c'est vrai que là, on est en train de parvenir à quelque chose d'assez exceptionnel qui a sa fragilité, qui aura sa on verra bien, ce qui en sortira. Mais déjà maintenant, moi, quelque part, au fond, j'adore les amateurs parce que quand on aime le théâtre, on aime quand même l'émotion sur scène. Et les amateurs, on n'est jamais déçus. Ils ont toujours une émotion d'une vérité, alors c'est pas toujours obligatoirement l'émotion qui correspond au texte qu'ils sont en train de dire, mais en tout cas, là, ça déménage à l'intérieur d'eux. On se rappelle un tout petit peu de nos débuts, et puis moi, je suis très ému par ça. Ce que vous leur avez demandé, c'est de vous raconter des tranches de vie, de vous dire ce qu'évoquait pour eux l'amour. Ça s'est pas passé comme ça. C'était véritablement un travail de théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a demandé d'improviser sur des sujets divers et variés, de rencontres amoureuses, de hasard, de choses un petit peu plus conflictuelles aussi, autour de ça. Et on a été vraiment très... C'était super en fait, parce qu'en improvisation les gens se révèlent, ils s'expriment réellement quoi. Et donc il y avait pas mal de matière, et donc voilà, moi je peux j'ai 2 petits textes il y en a un qui est plus une espèce d'argument, c'est-à-dire où on va commencer avec ce texte-là. On va pas commencer par ce texte-là, mais je vais pas dire tout ce que ça va être, mais entre autres, ça c'est juste pour s'excuser de pas parler d'autre chose, des choses qui craignent et qui souffrent, etc. Mais on décide de parler de l'amour. Donc c'est parler de l'amour, pas de ce qui va mal, des réfugiés, des mal logés, de ceux qui meurent en Méditerranée, de ceux qui vivent sous les tentes, des Afghans, des Érythréens, des Maliens, des Soudanais, des Syriens, non ? Parler de l'amour. Crimo et Hayet en mode rivage, pas que de l'absence de partage, de la faillite de l'accueil, de l'absence de désir de l'autre, de la religion qui divise, des armes, Roméo et Juliette en bande rivale, de la planète qui va mal, de la consommation irrépressible. Parler d'amour et pas des algorithmes qui prédestinent, des réseaux qui nous aliènent, de nous comme des aliens, des
des écrans de l'hypnose, de la solitude, de l'absence de solitude aussi. Parler d'amour, hein, la belle et la bête, de la paix, donne-moi la paix. Pas de la multitude, de la foule, de l'air irrespirable, des flots du métro, des chiens de faïence. Parler de l'amour, Tristan et Iseult, un filtre comme de la drogue. Bonnie and Clyde en délinquance, sans papier, sans domicile, les charters sans retour, les fins de mois impossibles, le seuil de la pauvreté, les pauvres en couleur, le sésame de la langue, les plafonds de fer, le faciès du délit, l'espoir qui fait pas vivre. Parler d'amour, pas des crimes de la discrime. Majnoun et Leila, Antar et Abla, la beauté du malheur des clips de Médecins du Monde, la fascination des armes, les manchettes de journaux, les machettes, coups de bambou, coups du lapin, de la merde dans nos yeux, du rabâchage de l'horreur, des nouvelles comme des marteaux-piqueurs, des répétitions, des images en boucle, je regarde toujours la même. Parler de l'amour, pas de bras tendus, armes au poing, des cris, le silence qui suit, David et Goliath, Adama et Hawa, poids lourds et scarabées, multitude de coups dans les portes fracturées, fractures, dans la tête, politesse et bris de glace, étouffés, Hiro et Ira de la colère, Péléas et Mélissandre, d'enfance violée. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelque chose, un anniversaire à souhaiter, une plainte qui pousse, une plante qui pousse, un enfant qui demande. Jamais le silence. Le temps qui passe, un peu d'introspection. Jamais. Toujours il y a quelqu'un qui pense aux résurgences du passé, aux images d'avant. Parler de l'amour. Parce que quelle que soit la souffrance, l'amour naît entre la mère et l'enfant, entre le noir et le brun, entre l'air, la terre et le vent, sur la poussière du chemin, comme une maison, comme un refuge, comme une planche sur les vagues. Donc, extrait de ce spectacle Un pas l'amour que l'on pourra écouter ce soir et demain soir en plein quartier d'Ampalo, sous chapiteau, et puis aussi à l'extérieur, puisqu'il y a banquet, apéro prévu et donc animation autour de ce spectacle. Je me disais, en vous écoutant, que ça doit donner une sacrée estime de soi pour des habitants d'un quartier qui sont laissés un peu pour compte, un peu abandonnés dans cette partie un peu oubliée de Toulouse. Ça doit donner et redonner une sacrée estime de soi lorsque on entend des textes comme ça et qu'on sait que c'est à partir de choses qu'on a pu improviser sur scène que des artistes s'en sont emparés et ont réécrit et ça donne ça. C'est un peu le sentiment qu'ont les gens avec qui vous avez travaillé une fois qu'ils ont vraiment travaillé sur les textes définitifs. J'ai l'impression, passer le trac, parce que là, pour l'instant, ils sont encore dans le temps de « Waouh, on va jouer demain, ce soir ». Et donc ça c'est quand même ce qui les prend le plus. Mais en tout cas, là, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont décidé d'y aller. Et là, depuis maintenant plus de 3 mois, quoi. Et là, on sent qu'il y a une excitation et je pense qu'en effet, la rencontre des textes, parce que les textes un peu achevés, ils les ont eus fin janvier. Et ben la rencontre des textes, là, tout d'un coup, leur a donné un espèce de pulse et vraiment, ils ont tout reçu, je crois. Ça, c'était vraiment super satisfaisant de voir à quel point déjà ils se sentaient réellement représentés dans leurs paroles et comment aussi les autres choses qui ont été un petit peu rajoutées quand même, qui sont aussi là de l'ordre d'une ouverture aussi à d'autres thématiques, les ont passionnés parce que on s'est inspiré pas uniquement de leurs paroles mais aussi des histoires qu'on connaît d'eux, puisqu'il y a quand même des histoires assez énormes pour chaque personnage qui travaille avec nous. Donc là, il y a une 12aine de personnes, et puis il y aura aussi les enfants d'Aïfomège qui vont travailler dessus, puis il y a les vieux de Génération Solidaire aussi qui vont participer. Qui vont intervenir, oui. Et donc, en fait... là, on essaye d'organiser tout le monde. Et là, il y aura quasiment une 30aine à 35 personnes qui vont être les acteurs de cette histoire. Une façon un peu populaire de concevoir le théâtre, en lisant un peu les principes de ce spectacle-là, en préparant cette émission, je me dis ça renvoie à des choses comme Villard dans les années 50, la façon dont il imaginait un peu le théâtre, Sarrazin ici à Toulouse au Sorano au milieu des années 60, là aussi, comment il pouvait envisager un théâtre populaire. On en parlait tout à l'heure avant que l'émission débute, Armand Gatti qui vient juste de mourir,
rire et qui avait fait ce travail aussi, mais avec des jeunes ados là. Mais ce travail de raconte-toi et on va réécrire ensemble ton histoire et on va me faire un spectacle. Et à cette façon un peu de concevoir le théâtre comme quelque chose d'éminemment populaire et une éducation populaire. Oui, c'est votre vision un peu du théâtre et de votre fonction. Ouais, depuis longtemps, ouais, je pense que c'est un peu notre désir, de façon dans l'exercice de ce qu'on fait, notre volonté aussi de travailler sous chapiteau pour en effet pouvoir se rapprocher un peu des gens, aussi. Comme disait l'autre, diminuer l'espace d'intimidation, en fait, en faisant venir les gens dans l'endroit qu'ils connaissent et dans lequel ils vivent. Dans lequel ils vivent. Donc après, bon, je veux pas dire que les portes des théâtres sont fermées. C'est pas vrai, c'est pas la question. Mais c'est vrai que ça aussi, ça facilite un tout petit peu les choses et du coup, on est véritablement dans le domaine de l'échange. Après, bon, tous ces gens là, Gatti, Villard, etc. Bah, c'est vrai qu'on peut s'y référer, mais Gatti, peut-être plus particulièrement parce que là c'est vrai que lui il écrit quoi. Et Gatti il a toujours écrit avec les gens avec qui il travaillait et puis là c'est notre envie là. C'est de nous mettre quand même aussi nous à être dans la création avec voilà et d'être dans la création et donc beaucoup dans l'écriture parce que c'est vrai qu'un interprète des fois ça peut lui manquer de pas dire ses propres mots et en fait là moi j'ai envie là de rencontrer les gens parce que c'est évident aussi que dans l'écriture il y a un peu de provocation. C'est-à-dire que bon, les choses sont pas simples, elles sont simples pour personne dans tous les sens. Pour nous non plus. Enfin, c'est une éternelle recherche. Hein. Nous maintenant, ça fait 18 ans qu'on travaille sur Ampalo et ça fait 18 ans qu'on essaye de trouver les bonnes entrées, les trucs qui fonctionnent avec. C'est pas toujours facile, ça marche pas toujours et on n'arrête pas de se poser des questions tout le temps. Hein. Bon, je veux dire, du style. Surtout jamais de savoir si. Moi, je me demande si le théâtre est culturellement absorbable par les Maghrébins, par exemple. Moi, j'en suis pas sûr. Et c'est pour ça que depuis 8 ans, on monte des textes écrits par des auteurs maghrébins. Kateb Yassine, Tahar Benjeloun, etc. Parce que la parole est différente, parce que je pense que le théâtre occidental tel qu'il est présenté aujourd'hui, contemporain, parle de sujets qui ne concernent pas certaines populations, tout simplement, et qui leur sont absolument étrangers. Donc, le théâtre est une forme, est un outil, est un instrument que moi j'adore, j'aime pratiquer, etc., mais qui a besoin d'être alimenté par toutes les langues. Et par toutes les façons de penser et toutes les cultures. Et culturellement, c'est vrai que le théâtre n'est pas quelque chose de commun dans le monde arabe, en tout cas. Et puis, après, je ne parle même pas de la religion qui ne veut pas représenter obligatoirement l'humain sur une scène, etc. Et ça complique encore le truc, quoi. Et je me disais aussi que le thème, l'amour, c'est quelque chose qui est un peu tabou, enfin, au moins de l'exprimer dans la façon de vivre. Mais là, j'ai été très agréablement surpris par les réactions, justement sur l'impro. J'ai trouvé des gens hyper libérés. Il n'y a pas eu la barrière, là. Hyper libérés pour en parler et dire des choses intimes, en fait. Et ça, c'était très rigolo. C'est peut-être effectivement le fait aussi que vous soyez là depuis longtemps ? Peut-être, oui. Peut-être. Puis le fait que vraiment, on les ait laissés aussi y arriver petit à petit. Raconter leurs histoires, vraiment. Bon, après, voilà, de laisser passer. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut être nombreux aussi. Je crois que maintenant, de plus en plus à des interventions où on arrive à plusieurs, c'est-à-dire qu'on est presque autant que les gens qui jouent. Voilà. Qu'est-ce que vous en retirez en termes de troupe ? La troupe, là, elle se nourrit comment de cette histoire-là ? Voilà, c'est un joli projet, en fait. La troupe, elle est même un tout petit peu interpellée par le projet. Moi, c'est Lagdar Arnaud qui me disait qu'il trouvait ça incroyable qu'on fasse ça. Il y participe maintenant. Mais il disait, moi, jamais j'aurais osé démarrer des trucs pareils, quoi. Et lui, il en vient des quartiers. Donc, il sait de quoi il parle. Et donc... Et puis là, il y a Chico avec nous. Enfin bon, il y a pas mal de monde. Notre proposition aussi est très
très polymorphe ou très multiculturel déjà. Voilà. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes façons de faire, surtout dans le travail pas d'enseignement, mais enfin de mise en place, de mise en scène entre Chico et moi, par exemple. Ouais. C'est pas tout à fait la même histoire. Mais du coup, on apprend bien les uns des autres. Hein. Puis bon, après, il y a beaucoup de femmes aussi dans cette histoire. Et puis, il y a des danseuses super. Et enfin, voilà, on emmène les gens avec le corps, la pensée et les mots. Ouais. Un peu à l'image des spectacles que vous montez depuis 25-26 ans, qui sont du théâtre, mais avec plein d'autres formes autour qui viennent renforcer le texte, puisque quand même le théâtre, c'est des mots, c'est des textes. Et c'est vrai que ça reste quand même très important dans le travail de l'agithéâtre, mais de toujours, vous avez mélangé le texte avec la musique, avec la danse. Ça fait partie un peu de la signature de l'agite. Ouais, parce qu'il y a aussi une notion d'accueil. Moi, je pense qu'il faut accompagner les gens, il faut les accueillir. Moi, ça me paraît énorme. Enfin, on peut pas demander aux gens de venir nous voir avec une tête d'enterrement et avec un visage fermé, quoi. Donc moi, j'aime bien. Enfin, on a toujours essayé. L'idée d'avoir de la danse, de la musique et avec le théâtre, c'est aussi d'avoir de la bouffe, d'accueillir les gens, de les asseoir, de les mettre dans une ambiance chaleureuse, même si de temps en temps il y a des pannes de chauffage et même si nos bancs sont un petit peu durs, mais au moins, je veux dire, on est tous à la même enseigne en tout cas. Et il n'y a pas de... À la bonne franquette. C'est comme ça qu'on dit, à la bonne franquette. Donc, spectacle Un pas l'amour, l'amour à tous les étages. Donc, ça se passe ce soir et demain soir, quartier Ampalo, sur le rond-point central du quartier. Donc, un spectacle chaudement recommandé par la maison. On va laisser François Fener nous lire un deuxième texte tiré de ce spectacle que l'on pourra découvrir en plusieurs parties à partir de ce soir. Alors en fait, c'est l'amour dans tous ses étages. Hein, oui, voilà. et pas à tous les étages. C'est pas à tous les étages, c'est dans tous ces étages et c'est très important. Et donc ça, c'est un petit texte qui s'appelle « Rencontre dans l'escalier ». Elle cherche ses clés, elle est énervée et un peu troublée, très speed. Elle. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider ? Lui. Oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Elle. J'ai laissé mes courses en bas, mais je ne peux pas fermer la porte, je ne retrouve pas mes clés, si je ferme, je ne pourrai plus rentrer. Lui. Vous voulez que je garde la porte ? Elle. En fait, je préférais que vous descendiez les chercher. Quoi ? Quoi ? Mes courses. Ah, vous n'avez pas confiance. Mais si, mais on ne se connaît pas. Je suis votre voisin depuis longtemps maintenant. Oui, je sais, mais... Mais quoi ? On ne s'est jamais parlé. Non, c'est la première fois. On n'a pas les mêmes horaires. Je travaille de nuit. Oui, je sais. Comment ça ? Je vous vois rentrer des fois. Je rentre très tôt. Oui, je sais. Vous ne dormez pas ? Mal. Ah. Elle. Vous êtes joyeux à 5 heures. Lui. Vous m'avez vu ? Elle. Non, entendu. Siffleté. Lui. Je vis à l'envers. Elle. Pourquoi ? Elle. Lui. Je commence ma matinée comme vous, votre soirée. J'enregistre les programmes de la veille. Ah oui, j'ai remarqué, vous pourriez baisser des fois. Ah bon ? Oui, ça m'empêche de dormir. Je croyais que vous ne dormiez pas. En tout cas, je ne me rendors pas. Si vous ne dormez pas. Ouais, mais quand même. Vous travaillez tôt ? Non, à 11 heures. C'est l'heure où je vais me coucher. Votre AM, c'est mon PM. Hein ? Je suis à l'envers, décalé, de 12 heures. Votre antéméridième, c'est mon post-méridiem. Je comprends pas. Quand il est midi pour vous, il est minuit pour moi. Et quand il est minuit pour moi, il est midi pour vous ? Oui, c'est ça. Et vous travaillez à quelle heure ? À 11 heures. Du soir. Le contraire ? Oui.
Quelle heure il est ? 10 heures. Fin ou début de journée ? Pour qui ? Pour moi. Je suis un peu perdu, là. Vous n'habitez pas là ? Mais si, bien sûr. Ah. Vous pouvez m'aider ? Je sais pas. Pourquoi ? Quand je vais remonter, vous serez encore là ? Je crois. Vous me regardez drôlement. Je suis un peu retourné. Où ça ? Chez vous ? Non, à l'intérieur. On est sur le palier, là. Non, j'ai mal au ventre. Moi, j'ai mal au cœur. Vous avez envie de vomir ? Non, je suis ému. Ému ? Ému. Ému. Je me dis que si on vivait ensemble, on se verrait pas beaucoup. Non mais dites donc. Et ça me rend triste. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que ça me pose problème. Dites donc, vous savez que mes affaires, je me demande si elles sont encore là. Elle est émue. Lui. Ah oui, zut, mince. Il fonce, elle reste là, une musique d'amour transi, mélo, monte sur la sono. Voilà, si vous voulez voir la suite, ça se passe ce soir et demain soir à Ampalo. Donc Ampalamour, l'amour dans tous ses étages. François Fener est venu nous parler de ce spectacle. François Fener, le directeur de l'Agithéâtre. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans ce studio et on va se quitter avec Lagdaranou, un morceau qu'il avait sorti sur un album il y a déjà 5 ou 6 ans, Longa Maatwen Express. Lagdaranou, joueur de oud qui fait donc partie des musiciens qui accompagnent l'Agithéâtre. Merci François Fener d'être venu ce soir. Merci beaucoup.
Voilà, je vous rappelle le spectacle Ampalamour ce soir et demain soir à Ampalo. Et puis ce soir, il y a aussi également des concerts un peu partout en ville. Voici un peu le descriptif vite fait et non exhaustif. Ce soir, Initiative H est au taquin à partir de 21h, donc ce soir et demain soir. Au taquin, Initiative H, le petit big band de David Odrechy, Out, la fête de fin de saison du théâtre Serrano, montée avec la complicité de l'équipe d'Artaud, festival de rue de Ramonville. Et bien ce soir et demain soir, toute la journée sur les allées Jules Guesde, avec au programme banquet, spectacle, bal pour danser ensemble, ça arrive pas si souvent, déambulation théâtrale et rendez-vous spectaculaire. Donc ça c'est au théâtre Serrano et sur les allées Jules Guesde. 5, le spectacle chanson réunissant Chloé Lacan, Valérian Renaud, Guillaume Valaillé, Ember et Nicolas Jules est au Bijou ce soir à 21h. Ils y ont été pendant toute la semaine. Ce soir c'est le dernier soir et ça aussi c'est un rendez-vous à ne pas rater. Il y a beaucoup de choses ce soir. Vous pourrez voir aussi à la CAFPO, on t'appelle Vénus, une évocation théâtrale de Sarji Bartman, dite aussi la Vénus Hottentote, une femme sud-africaine à la morphologie hors norme qui de 1810 à 1815 vécut l'enfer des foires européennes, exposée au regard du public comme un animal plutôt exotique. L'occasion pour la chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loyal, sur un texte de Marc Veranver-Becker, de revenir sur cette histoire révoltante et de questionner la persistance d'une non-acceptation de l'autre dans nos sociétés contemporaines. Ça se passe à la CAFPO ce soir et demain soir à 20h30. Et puis, le mardi 23 mai, ne pas rater le retour d'Art Mengo à Toulouse. Un nouvel album est prévu pour l'automne prochain. Le retour d'Art Mengo à Toulouse, ça se passera à la salle Nougaro à 20h30. Ne pas oublier non plus que 2 jours plus tard, le 25 mai, François Petit et Serge Lopez seront eux au taquin. Voilà, la boucle est bouclée. Caramel Mousse est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles, bye. Caramel. Caramel.